Un homme vient de frapper du poing sur la table. Face à lui, les généraux les plus puissants du Troisième Reich retiennent leur souffle. Personne n'ose parler. Personne, sauf un. Ce soir-là, dans un bunker secret au cœur de la Prusse orientale, quelque chose d'impensable se produit. Un feldmaréchal, le meilleur stratège de l'armée allemande, ose contredire Hitler, ouvertement, devant tout le monde. À cet instant précis, la machine de guerre nazie commence à se fissurer, non pas sur un champ de bataille, mais dans cette pièce, entre ces hommes, dans le silence de ceux qui ont cessé de croire en leur chef. On raconte souvent que l'Allemagne a perdu la guerre à Stalingrad. C'est faux. Elle l'a perdue ici, dans une salle de conférence, quand ses propres généraux ont compris une vérité terrifiante, mais n'ont rien fait. Ce qui s'est passé cet été-là n'a jamais été raconté ainsi. Et ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la Seconde Guerre mondiale. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi en commentaire depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous, parce que chaque jour, on déterre ensemble des secrets que les livres d'histoire ont oubliés. Maintenant, remontons le temps. Direction, l'été 1943. Pour comprendre ce qui s'est brisé dans cette salle de conférence à l'été 43, il faut d'abord revenir 5 mois en arrière. Il faut revenir à Stalingrad, février 1943. Dans les ruines gelées d'une ville qui n'existe plus, 300 000 soldats allemands viennent de vivre l'enfer. Pendant 5 mois, ils ont combattu maison par maison, étage par étage, parfois pièce par pièce. Ils ont mangé leurs chevaux, puis leurs chiens, puis plus rien du tout. Et maintenant c'est fini. Le feldmaréchal Friedrich Paulus, l'homme que Hitler a personnellement promu au plus haut grade militaire pour l'empêcher de se rendre, vient de capituler. 91 000 soldats allemands déposent les armes. Ils partent vers des camps de prisonniers soviétiques dont la plupart ne reviendront jamais. Sur les 300 000 hommes envoyés à Stalingrad, moins de 6 000 reverront un jour l'Allemagne. Et pour certains, il faudra attendre plus de 10 ans. Au Wolfschanz, le repère du loup, le quartier général secret de Hitler caché dans les forêts de Prusse orientale, la nouvelle de la reddition provoque une réaction étrange. Le Führer ne crie pas. Il ne tempête pas. Il reste silencieux pendant de longues minutes, le regard fixe comme absent. Puis, il prononce ces mots. Paulus aurait dû se tirer une balle. Pas un mot pour les soldats morts, pas une pensée pour les familles. Seulement cette phrase glaciale sur un homme qui a refusé le suicide. Dans les couloirs du bunker, les officiers échangent des regards. Quelque chose vient de changer. Quelque chose qu'ils n'osent pas encore nommer. Le général Kurt Zeitzler, chef d'état-major de l'armée de terre, écrira plus tard dans ses mémoires. Après Stalingrad, quelque chose s'est brisé. Non pas dans notre capacité à combattre, mais dans notre foi en celui qui nous commandait. Cette phrase résume tout. La Wehrmacht reste l'une des armées les plus puissantes du monde. Ses soldats sont disciplinés, ses officiers compétents, son équipement redoutable. Mais au sommet de la pyramide, un doute s'est installé. Un doute que personne n'ose formuler à voix haute. Et si le Führer avait tort depuis le début sur la stratégie à l'Est? C'est une pensée interdite, une pensée dangereuse. Mais elle existe désormais. Elle circule dans les bureaux de l'état-major, dans les conversations à voix basse entre généraux, dans les regards échangés pendant les conférences. Stalingrad n'a pas seulement détruit une armée, elle a planté une graine de doute au cœur même du commandement allemand. Printemps 1943. Malgré le désastre de Stalingrad, Hitler refuse de passer à la défensive. Pour lui, la meilleure façon de répondre à une défaite est d'attaquer encore plus fort, et il a trouvé sa cible. Sur les cartes d'état-major, elle saute aux yeux, le saillant de Koursk, une énorme poche soviétique qui s'enfonce de près de 150 km dans les lignes allemandes, large de plus de 200 km. Sur le papier, c'est une invitation au désastre pour les Russes, une opportunité en or pour les Allemands.
Le plan est simple, du moins en apparence. 2 gigantesques pinces blindées attaqueront simultanément par le nord et par le sud. Elles se rejoindront au centre, encerclant les armées soviétiques prises au piège. Un nouveau Stalingrad, mais cette fois, ce sont les Russes qui seront détruits. L'opération porte un nom de code qui sonne comme une promesse, Zitadelle, citadelle. Pour cette offensive, Hitler rassemble la plus grande force blindée jamais concentrée en un seul point. Près de 3000 chars, dont les nouveaux Panthers, des machines de 45 tonnes censées être invincibles, et les redoutables Tiger, avec leurs canons de 88 mm, capables de détruire n'importe quel char soviétique à plus de 2 km de distance. 10 000 canons, 2000 avions, 900 000 soldats. C'est une force colossale. Mais, dans les bureaux de l'état-major, l'enthousiasme est loin d'être unanime. Le général Heinz Guderian est l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Guderian n'est pas n'importe qui. C'est lui qui a inventé la guerre éclair. C'est lui qui a conduit ses panzers jusqu'aux portes de Moscou en 1941. Quand il parle de blindés, tout le monde écoute. Et ce qu'il dit est inquiétant. « Mon Führer », supplie-t-il lors d'une conférence au début du mois de mai, « peu importe ce qui se passera à Koursk, nous y perdrons notre capacité à mener des offensives à l'Est. Ces chars, ces hommes, ce sont nos dernières réserves. Si nous les perdons, nous ne pourrons plus jamais reprendre l'initiative. » Hitler écoute, puis il hésite. L'offensive, initialement prévue pour début mai, est reportée à la mi-juin, puis encore à début juillet. Officiellement, c'est pour attendre la livraison de plus de chars Panther. En réalité, c'est parce que le Führer lui-même n'est plus certain de son plan. Mais voici le paradoxe tragique. Chaque semaine de délai renforce les défenses soviétiques. Et les Allemands le savent. Les rapports de reconnaissance aérienne sont formels. Les Russes creusent. Ils creusent jour et nuit. Des tranchées, des fossés anti-chars, des bunkers. Ils posent des mines par centaines de milliers. Ils amassent des réserves. Ils se préparent. Ce que l'état-major allemand ignore, en revanche, c'est l'ampleur de ce qui les attend. Les soviétiques ne se contentent pas de se défendre. Ils ont transformé le saillant de Koursk en la plus grande forteresse de l'histoire militaire. 8 lignes de défense successives, 300 000 mines sur le seul secteur nord, plus de 6 000 canons anti-chars, des divisions entières de chars en réserve, prêtes à contre-attaquer. Et le plus troublant, Staline sait exactement ce qui va se passer. Grâce à son réseau d'espionnage, notamment le légendaire Orchestre Rouge, qui a infiltré les plus hautes sphères du Reich, et grâce au décryptage britannique des messages codés Enigma, partagés secrètement avec Moscou, le dictateur soviétique connaît le plan allemand dans ses moindres détails. La date, les axes d'attaque, les unités engagées, tout. Koursk n'est pas un piège tendu par les Allemands aux Soviétiques. C'est un piège tendu par les Soviétiques aux Allemands. Et le 5 juillet 1943, à 4h30 du matin, les Panzers s'élancent. Ils foncent droit vers le désastre. Le 5 juillet 1943, à 4h30 du matin, le ciel s'embrase. Des milliers de canons allemands ouvrent le feu simultanément. L'horizon tout entier devient une ligne de flammes. Le sol tremble si fort que des soldats à des kilomètres du front pensent qu'un tremblement de terre vient de se produire. Puis vient le rugissement des moteurs. Les panzers s'ébranlent. Dans les champs de blé de la steppe russe, c'est le début de la plus grande bataille de chars de l'histoire. Les premiers kilomètres semblent confirmer les espoirs allemands. Les Tiger et les Panthers écrasent tout sur leur passage. Leurs canons font mouche à des distances où les chars soviétiques ne peuvent même pas répliquer. Les T-34 russes explosent les uns après les autres. L'avance est lente, mais elle est réelle. Puis les problèmes commencent. Les nouveaux Panthers, ces machines censées être invincibles, tombent en panne par dizaines.
leurs transmissions surchauffent là, leurs moteurs prennent feu. Sur les 200 panthères engagées le premier jour dans le secteur sud, moins de 50 sont encore opérationnels le soir. Ce n'est pas l'ennemi qui les a détruits, ce sont leurs propres défauts de conception. Mais le vrai choc, c'est ce que les Allemands découvrent devant eux. Les rapports de reconnaissance n'avaient pas menti. Les Soviétiques ont transformé chaque mètre de terrain en piège mortel. Des champs de mines si denses qu'il faut parfois 1 heure pour avancer de 100 mètres. Des fossés anti-chars qui stoppent net les panzers, les transformant en cibles immobiles pour les canons russes. Des positions défensives si bien camouflées qu'on ne les découvre qu'en recevant leurs obus. Un officier de panzer écrira dans son journal « Chaque mètre gagné coûte un char, chaque heure des camarades disparaissent. » Et les ordres de Berlin disent « Continuez, toujours continuez ». Au Wolfschanze, Hitler suit la bataille sur ses grandes cartes murales. Mais les rapports qui lui parviennent sont filtrés, édulcorés. Les officiers d'état-major ont appris depuis longtemps qu'apporter de mauvaises nouvelles aux Führers est dangereux pour leur carrière. Alors ils arrondissent les angles, ils minimisent les pertes, ils exagèrent les gains. Le résultat est catastrophique. Hitler prend ses décisions sur la base d'une réalité qui n'existe pas. Quand le Feldmaréchal Manstein, qui commande le groupe d'armées sud, demande des renforts pour exploiter une percée locale, Hitler refuse. Ces réserves pourraient être nécessaires ailleurs, dit-il. Quand le général Model, au nord, réclame une pause pour consolider ses positions et réparer ses chars endommagés, Hitler ordonne d'accélérer. Le temps presse, dit-il. Pendant ce temps, les Soviétiques appliquent une stratégie d'une simplicité redoutable. Ils absorbent les coups, ils reculent quand il le faut, mais jamais en désordre. Ils saignent les divisions, allemandes une par une, sachant qu'ils peuvent désormais se permettre des pertes que les Allemands ne peuvent pas supporter. Et surtout, ils gardent leurs réserves intactes, prêtes à frapper au moment décisif. Ce moment arrive le 12 juillet 1943, près d'un petit village appelé Prokhorovka. Dans le secteur sud du saillant, la bataille atteint son paroxysme. C'est là que les Soviétiques ont choisi de lancer leur contre-attaque majeure. Et c'est là que va se jouer le sort de l'opération Citadelle. Ce matin-là, 800 chars allemands font face à 850 chars soviétiques. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. Les deux armées de blindés foncent l'une vers l'autre à pleine vitesse. En quelques minutes, elles sont si proches que les avantages techniques des chars allemands, leur portée supérieure, leur blindage plus épais, ne servent plus à rien. C'est un combat au corps à corps entre machines d'acier, des chars qui se tirent dessus à bout portant, parfois à moins de 50 mètres, des T-34 qui percutent volontairement des Tiger pour immobiliser les deux véhicules, des équipages qui s'affrontent à la mitraillette entre les carcasses fumantes de leurs engins détruits. Pendant 8 heures, dans un chaos indescriptible, le champ de bataille disparaît sous la fumée, la poussière et les flammes. On raconte que la chaleur des explosions était si intense que l'herbe prenait feu spontanément à des centaines de mètres des combats, que les équipages qui réussissaient à s'extraire de leurs chars en flammes étaient en fait et souvent abattus avant de toucher le sol, que le bruit était si assourdissant qu'on ne pouvait plus distinguer les ordres des cris. Le soir venu, les deux camps comptent leurs morts. Les chiffres sont terrifiants. Plus de 300 chars soviétiques détruits, plus de 200 chars allemands hors de combat, des milliers d'hommes tués ou blessés. Techniquement, on pourrait parler d'un match nul. Mais en réalité, Prokhorovka est une victoire soviétique, parce que les Russes peuvent remplacer leurs pertes, pas les Allemands, et tout le monde le sait. Ce soir du 12 juillet, dans les postes de commandement allemands, une vérité s'impose avec la force de l'évidence. L'opération Citadelle a échoué. L'offensive, qui devait renverser le cours de la guerre à l'Est, vient de se briser sur les défenses soviétiques.
Mais le pire reste à venir, parce que le lendemain, une nouvelle va arriver du quartier général de Hitler, une nouvelle qui va transformer l'échec en catastrophe. 13 juillet 1943. Il est près de minuit au Wolfschanz. Dans la salle de conférence souterraine, l'air est lourd, presque irrespirable. La chaleur de l'été prussien s'infiltre même à travers les murs de béton. Autour de la grande table couverte de cartes, les hommes les plus puissants du Troisième Reich sont réunis. Et la tension est palpable. Hitler vient de recevoir une nouvelle qui l'a ébranlé bien plus que les difficultés à Koursk. La veille, le 10 juillet, les forces alliées ont débarqué en Sicile. En quelques heures, elles ont établi plusieurs têtes de pont. Les défenses italiennes, censées tenir des semaines, se sont effondrées comme des châteaux de cartes. L'Italie, le principal allié de l'Allemagne, est en train de craquer. Pour Hitler, c'est un cauchemar. Si la Sicile tombe, les Alliés pourront envahir l'Italie continentale. Et si l'Italie tombe, le flanc sud de l'Europe sera ouvert. La forteresse Europe aura une brèche béante. Le Führer a pris sa décision. Il faut arrêter immédiatement l'opération Citadelle et transférer des divisions vers l'Italie. Tant pis pour Koursk, tant pis pour les sacrifices déjà consentis. La priorité, c'est de sauver Mussolini. C'est à ce moment que le feldmaréchal Erich von Manstein demande la parole. Manstein n'est pas n'importe quel général. C'est probablement le meilleur stratège de toute l'armée allemande. C'est lui qui a conçu le plan d'invasion de la France en 1940. C'est lui qui a conquis la Crimée avec des forces largement inférieures. Même ses ennemis reconnaissent son Doketseukele, son génie militaire. Et ce soir-là, Manstein fait quelque chose que personne n'ose plus faire depuis des années. Il contredit Hitler, ouvertement, devant tout le monde. Sa voix est calme, posée, presque professorale, mais ses mots sont une bombe. « Mon Führer, commence-t-il, si nous arrêtons maintenant, nous perdrons tout ce que nous avons sacrifié. Mes divisions ont percé les premières lignes soviétiques. Avec des renforts, je peux encore encercler une partie de leurs forces. Mais si nous nous arrêtons maintenant, si nous retirons nos troupes, les Russes vont contre-attaquer, et nous n'aurons plus les moyens de les arrêter. » Hitler l'interrompt. « La Sicile est plus importante, dit-il. L'Italie doit être sauvée. » Manstein insiste, et c'est là qu'il prononce les mots qui vont glacer l'assistance. « Mon Führer, si nous avions écouté les avertissements il y a 3 mois, nous n'en serions pas là. » Un silence de mort tombe sur la salle. Les officiers présents retiennent leur souffle. Personne ne parle ainsi au Führer. Personne ne lui rappelle ses erreurs. Personne ne suggère qu'il aurait dû écouter ses généraux plutôt que son instinct. Hitler fixe Manstein pendant de longues secondes. Son visage est indéchiffrable. La tension est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Puis, d'une voix étrangement basse, presque murmurée, Hitler répond « La décision est prise. L'opération Citadelle est terminée. » Manstein se tait. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il sait que cela ne changera rien. Mais il l'a dit quand même. Cette nuit-là, quelque chose se brise définitivement entre Hitler et ses généraux. Non pas leur obéissance, ils continueront à exécuter ses ordres jusqu'au bout, mais leur foi, leur conviction qu'il sait ce qu'il fait, leur espoir qu'il les mènera à la victoire. À partir de cette nuit de juillet 1943, les généraux allemands obéissent à un homme en qui ils ne croient plus. 12 jours plus tard, le 25 juillet 1943, une nouvelle secoue l'Europe entière. Benito Mussolini, le Duce, l'homme qui a inventé le fascisme, le dictateur qui règne sur l'Italie depuis plus de 20 ans, vient d'être renversé par son propre grand conseil fasciste. Sur ordre du roi Victor Emmanuel III, il a été arrêté et emmené vers une destination secrète. En quelques heures, le régime fasciste italien s'effondre. Les portraits du Duce sont arrachés des murs. Les symboles du parti sont détruits. Des foules en liesse défilent dans les rues de Rome, célébrant la fin d'une ère. Au Wolfschanze, la nouvelle provoque une réaction violente. Hitler oscille entre la rage et la terreur.
rage contre les traîtres italiens qui ont abandonné leur chef, terreur devant ce que cela signifie pour lui-même. Parce que si Mussolini, le Duce tout-puissant, l'homme qui semblait inébranlable, peut être renversé en une nuit par ses propres collaborateurs, alors tout est possible. Alors lui aussi pourrait être trahi, par ses généraux, par ses ministres, par son propre entourage. À partir de ce jour, la paranoïa de Hitler envers son état-major s'intensifie de façon spectaculaire. Il fait installer des microphones cachés dans les salles de conférence. Il exige que tous les officiers soient fouillés avant d'entrer en sa présence. Il commence à préférer les avis de ses courtisans, des hommes comme Keitel et Jodl, qu'il méprise, mais qui ne le contredisent jamais, à ceux de ses véritables stratèges. Et c'est là que s'installe le paradoxe tragique qui va condamner l'Allemagne. Plus Hitler se méfie de ses généraux, plus il prend de mauvaises décisions. Plus il prend de mauvaises décisions, plus ses généraux perdent confiance en lui. Plus ils perdent confiance en lui, plus il sent leur méfiance. Et plus il se méfie à son tour. C'est une spirale mortelle, une spirale qui ne s'arrêtera que dans les ruines de Berlin, 2 ans plus tard. Mais en cet été 43, certains hommes commencent à se poser une question interdite, une question dangereuse, une question qui pourrait leur coûter la vie. Et si la seule façon de sauver l'Allemagne était de se débarrasser de Hitler ? Dans les semaines qui suivent Kursk, des conversations se tiennent à voix basse dans un immeuble austère de Berlin. La Bendlerstrasse, quartier général de l'armée de réserve, abrite des bureaux anonymes où des hommes en uniforme travaillent sur des dossiers administratifs. Mobilisation, formation, logistique, rien de spectaculaire en apparence. Mais derrière certaines portes closes, d'autres discussions ont lieu. Des discussions qui pourraient coûter la vie à tous ceux qui y participent. Des noms circulent dans ce cercle restreint. Henning von Treschow, officier brillant, qui a servi sur le front de l'Est et qui a vu de ses propres yeux les atrocités commises par le régime. Klaus von Stauffenberg, jeune colonel grièvement blessé en Afrique du Nord, qui a perdu un œil, sa main droite et 2 doigts de la main gauche, mais pas sa détermination. Friedrich Olbricht, général discret, qui occupe un poste clé dans l'armée de réserve. Ces hommes viennent d'horizons différents. Certains sont des aristocrates prussiens, élevés dans le culte de l'honneur militaire. D'autres sont des catholiques fervents, troublés dans leur conscience par ce qu'ils ont vu. Quelques-uns sont simplement des patriotes qui aiment leur pays plus qu'ils ne craignent pour leur vie. Mais tous sont arrivés à la même conclusion terrifiante. Tant que Hitler vivra, l'Allemagne court à sa perte. Ce n'est pas une décision qu'ils ont prise à la légère. Ces hommes ont juré fidélité au Führer. Pour un officier allemand, briser ce serment est la pire des trahisons. Pendant des mois, des années même, ils ont cherché d'autres solutions. Peut-être que Hitler finira par écouter ses généraux. Peut-être qu'il tombera malade. Peut-être qu'un miracle se produira. L'été 43 a mis fin à ces illusions. Kursk a prouvé que Hitler ne changera jamais, qu'il continuera à prendre des décisions désastreuses, qu'il sacrifiera des millions d'hommes plutôt que d'admettre qu'il s'est trompé, et que personne, dans son entourage officiel, n'a le courage de l'arrêter. Alors ces hommes de la Bendlerstrasse ont décidé d'agir eux-mêmes. Treschow confie à un camarade de confiance ces mots qui résument leur état d'esprit. L'attentat doit avoir lieu, coûte que coûte. Même s'il échoue, il faut agir. Il faut montrer au monde et à l'histoire que la résistance allemande a osé risquer sa vie pour mettre fin à cette folie. Mais ne nous trompons pas sur ces hommes. Ce ne sont pas des saints. Beaucoup ont participé directement ou indirectement aux campagnes du régime. Certains ont fermé les yeux sur des crimes qu'ils auraient dû dénoncer. Leur opposition à Hitler ne vient pas d'une illumination morale soudaine. Elle vient d'un calcul stratégique froid. L'Allemagne va perdre cette guerre, et plus elle durera, plus la destruction sera totale. Pourtant, leur courage n'en est pas moins réel, car ce qu'ils s'apprêtent à faire,
c'est risquer leur vie, celle de leur famille, leur honneur, leur place dans l'histoire. S'ils échouent, ils seront exécutés comme des traîtres, et ils le savent. L'été 1943 ne verra pas encore l'attentat. Les plans ne sont pas prêts. Les conspirateurs ne sont pas assez nombreux. Le moment n'est pas venu, mais les graines sont plantées. Dans moins d'un an, le 20 juillet 1944, Klaus von Stauffenberg posera une bombe dans la salle de conférence du Wolfschanz, à quelques mètres de Hitler. L'histoire retiendra qu'il a échoué, mais l'histoire retiendra aussi qu'il a essayé. Prenons maintenant du recul. Regardons les chiffres de cet été 43. Car les chiffres, parfois, parlent plus fort que les mots. Kursk. Environ 200 000 soldats allemands tués, blessés ou capturés en quelques semaines. Plus de 700 chars détruits ou irréparables. Des divisions d'élite qui comptaient parmi les meilleures du monde, réduites à des squelettes. Et surtout, une vérité stratégique implacable. Après Kursk, l'armée allemande ne mènera plus jamais d'offensive majeure sur le front de l'Est. Plus jamais. Désormais, elle ne fera que reculer. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite, jusqu'à Berlin. Sicile. En 38 jours, l'île entière tombe aux mains des Alliés. 150 000 soldats italiens et allemands sont tués ou capturés. La route vers l'Italie continentale est ouverte. Le « ventre mou de l'Europe », comme l'appelle Churchill, est exposé. Italie. Mussolini renversé, l'alliance de l'Axe en lambeaux. Le nouveau gouvernement italien négocie secrètement avec les Alliés. Dans quelques semaines, l'Italie changera de camp et déclarera la guerre à son ancien allié allemand. Mais au-delà des statistiques, au-delà des cartes et des flèches qui reculent, c'est une transformation invisible qui s'est produite cet été-là, une transformation dans les esprits. La Wehrmacht de l'été 43 n'est plus celle de 41. Ces généraux qui lançaient leurs panzers à travers l'Europe, avec une foi absolue dans leur chef, sont devenus des hommes hantés par le doute. Ils continuent à obéir, bien sûr. Ils continuent à se battre avec compétence et courage. Mais quelque chose s'est éteint en eux. Dans son journal, le général Franz Halder, ancien chef d'état-major limogé par Hitler l'année précédente, note cette phrase terrible. « Le commandement allemand n'existe plus. Il n'y a plus qu'un homme qui ordonne et des hommes qui obéissent en sachant qu'ils ont tort. » C'est peut-être la meilleure définition de ce qui s'est passé cet été-là. La fin d'une armée qui croit en son chef. Le début d'une armée qui combat par devoir, par habitude, par peur, mais plus par conviction. Et c'est dans cet écart, entre l'obéissance et la foi, que va se jouer le destin de millions d'êtres humains. L'histoire officielle présente souvent l'opposition à Hitler comme un phénomène marginal, une poignée d'aristocrates idéalistes, quelques officiers nostalgiques d'une Allemagne révolue, des conspirateurs isolés qui n'ont jamais représenté qu'eux-mêmes. La réalité est bien plus complexe. À l'été 43, le scepticisme envers Hitler est répandu dans les rangs supérieurs de l'armée allemande. Ce n'est pas encore de la rébellion, ce n'est pas encore du complot, mais c'est un doute profond, partagé par des dizaines de généraux et des centaines d'officiers supérieurs. Un doute qui se murmure dans les messes d'officiers, qui s'échange dans les regards pendant les conférences, qui s'écrit parfois dans des journaux intimes, soigneusement cachés. Pourquoi alors ce doute ne s'est-il pas transformé en action? La réponse tient en quelques mots: la peur, le serment et une question lancinante que personne n'osait formuler clairement. Si Hitler tombe, que restera-t-il de l'Allemagne? Ces hommes avaient juré fidélité. Pour un officier prussien, le serment n'est pas une formalité. C'est un engagement sacré qui engage l'honneur et l'âme. Le briser, même pour de bonnes raisons, c'est se condamner soi-même. Et puis, il y avait cette peur diffuse. Sans Hitler, l'Allemagne ne risquait-elle pas de sombrer dans le chaos, de se déchirer entre factions rivales,
de s'effondrer encore plus vite face aux Alliés. Paradoxalement, beaucoup de généraux qui détestaient Hitler pensaient qu'il était devenu indispensable, pas parce qu'il était un bon chef, mais parce qu'il était le seul chef que l'Allemagne possédait encore. C'est dans cette paralysie morale que des millions de vies se sont jouées. Des documents déclassifiés après la guerre révèlent un autre aspect troublant de cette période. Les services secrets britanniques et américains étaient parfaitement informés des tensions au sein du commandement allemand. Ils savaient que certains généraux étaient tôt prêts à renverser Hitler. Ils auraient pu les encourager, les soutenir, leur promettre une paix négociée en échange d'un coup d'État. Ils ont choisi de ne rien faire. Pourquoi ? Parce que les stratèges alliés ont fait un calcul glacial. Un régime militaire allemand, dirigé par des généraux compétents, serait peut-être plus difficile à vaincre qu'un Troisième Reich commandé par un Hitler de plus en plus erratique. Mieux valait laisser le Führer en place, avec ses décisions désastreuses, que de risquer de l'avoir remplacé par quelqu'un de rationnel. Le sort de millions de personnes s'est peut-être joué dans ce calcul, un calcul que l'histoire a longtemps préféré oublier. Que sont devenus les hommes de cette histoire ? Erich von Manstein a continué à servir jusqu'en mars 1944, quand Hitler l'a finalement relevé de son commandement. Il a survécu à la guerre, a été jugé pour crime de guerre par un tribunal britannique, condamné puis libéré. Il est mort en 1973, convaincu jusqu'au bout qu'il aurait pu gagner la guerre si Hitler l'avait écouté. Heinz Guderian a été rappelé par Hitler comme chef d'état-major en juillet 1944, quelques jours après l'échec de l'attentat contre le Führer. Ironie cruelle, l'homme qui avait tant critiqué les décisions de Hitler s'est retrouvé à les appliquer jusqu'à la fin. Il a passé les derniers mois de la guerre à tenter de limiter les dégâts d'une défaite inévitable. Quant aux conspirateurs de la Bendlerstrasse, leur heure est venue un an plus tard. Le 20 juillet 1944, Klaus von Stauffenberg a posé une bombe dans la salle de conférence du Wolfschanz. Hitler a survécu. Stauffenberg et des centaines d'autres ont été exécutés dans les semaines qui ont suivi, souvent après d'atroces tortures. Aujourd'hui, les ruines du Wolfschanz se dressent encore dans la forêt polonaise, envahies par la végétation. Des touristes marchent là où Hitler a pris les décisions qui ont scellé le sort de millions d'êtres humains. Le béton se fissure, la nature reprend ses droits. Mais les questions posées dans ces salles sombres n'ont pas disparu. Elles nous attendent, patientes, chaque fois que le pouvoir exige le silence et que la conscience demande la parole. L'été 43 nous rappelle que les guerres ne se perdent pas seulement sur les champs de bataille. Elles se perdent aussi dans les salles de conférence, dans le silence de ceux qui savent, dans le courage qui manque au moment décisif. Et cette leçon-là n'appartient pas qu'au passé.